nous allons aborder le grand 2, les régimes du travail. Alors, voilà le schéma de base qui va permettre de faire l'introduction contexte. Donc, lorsque nous exerçons une activité économique, c'est parce que nous avons des besoins que nous ne souhaitons pas ou que nous ne pouvons pas satisfaire par nous-mêmes. De ce fait, nous nous mettons au service d'autrui qui va produire des biens grâce à nous. En échange de ces biens, nous allons obtenir des revenus. Cette monnaie va nous permettre de troquer cette valeur contre des biens qui vont satisfaire nos besoins. D'accord ? Ceci étant, cette activité économique, on peut la faire de différentes manières. On la fait soit en autoproduction, soit au service d'autrui. Quand on se met au service d'autrui, on peut se mettre au service de personnes d'ordre privé, d'organisations privées, de personnes morales privées, ou alors on peut se mettre au service de l'État, personne morale publique. Donc on dit qu'on peut avoir plusieurs statuts pour exercer une activité économique. On peut être entrepreneur, on peut être salarié, ou on peut être fonctionnaire. Nous allons voir dans un premier temps, la situation de salarié. Donc vous mettez grand A, le salarié. Et vous notez la définition du salarié qui est à savoir absolument par cœur. Alors, la situation de salariat, le salarié, c'est quand on va avoir un engagement contractuel. Il va y avoir un contrat, c'est-à-dire une situation synalagmatique. Donc un engagement contractuel dans le secteur privé. Et cet engagement contractuel va être composé de 3 éléments clés qui sont les éléments fondateurs du contrat de travail. D'accord ? C'est-à-dire que leur existence doit être réelle, et si elle n'était pas réelle, ce serait une faute de la part de celui qui ne la permet pas. Alors, le premier élément clé, c'est la notion de la réalisation d'une tâche. Alors, les tâches, elles vont être définies déjà par la fonction qui est donnée, par le titre qui est donné à la fonction. Elles vont être définies également par éventuellement une énumération, parce qu'on peut avoir des tâches qui sont proprement liées au métier, des tâches qui sont proprement liées au contexte, puis des fois des choses qui sont rajoutées en plus. Donc on va avoir la notion des tâches. On va avoir également la notion du lien de subordination. Le lien de subordination, c'est le fait que lorsque vous êtes dans le cadre d'un contrat de travail, vous êtes subordonné à quelqu'un, ne serait-ce qu'à l'entreprise qui vous prend en tant que salarié. Vous vous devez obligation d'obéissance lorsque des missions vous sont confiées, lorsque des ordres vous sont donnés. Dès l'instant où cela rentre dans le cadre des tâches qui sont prévues, et dès l'instant où cela ne vient pas en contradiction avec le droit dans sa globalité. Donc, obligation d'exécution, le lien de subordination. Et le troisième élément fondateur du contrat de travail, c'est la notion de la rémunération. D'accord ? Alors, la rémunération lorsqu'on est salarié, c'est ce qu'on appelle un salaire. Et le salaire, ça vient de sel. Hein. Le sel, c'était une denrée relativement rare et une denrée qui était très utile puisqu'elle permettait la conservation des aliments. Et donc, très rapidement, quand on a fait des échanges comme ça, on a donné du sel aux personnes qui travaillaient pour nous. C'était une sorte de rémunération. Alors, il faut savoir que la rémunération, la nature de la rémunération est excessivement encadrée, puisque on dit qu'on ne peut pas vous rémunérer uniquement en nature, qu'il doit y avoir une rémunération financière. On dit également que la rémunération doit se faire par un virement bancaire. Il y a eu tout un tas d'encadrements de la rémunération, notamment à partir des accords de 1936.
et puis après ça a continué d'évoluer après-guerre. On ne va pas rentrer non plus dans les détails de la rémunération. Donc il faut bien que vous reteniez que le contrat de travail, c'est un engagement, le statut de salarié, c'est un engagement contractuel. Cet engagement contractuel repose sur trois éléments fondateurs: les tâches, le lien de subordination et la rémunération, le salaire. Bien. Alors, il faut savoir que ce contrat, alors comment on va articuler ça? Il y a trois types de contrats. Il y a les contrats de professionnalisation, c'est quand vous êtes en formation dans votre entreprise, c'est ce qu'on appelle communément l'alternance. Il y a le contrat à durée déterminée, dont la date prévue est précisée dans le contrat. Il y a qu'on appelle le CDD, et il y a également le CDI, contrat à durée indéterminée. D'accord ? Le contrat à durée indéterminée, c'est un contrat dont on n'a pas a priori la date de rupture. On va rajouter quand même qu'il y a un quatrième type de contrat, c'est le contrat de chantier. C'est-à-dire que c'est le contrat dont la date n'est pas prévisible. On sait que c'est un contrat qui ne sera pas renouvelable, qui ne sera pas éternel. C'est pas qu'il ne sera pas renouvelable, mais il ne sera pas éternel. Et de ce fait, l'échéance du contrat est liée à un événement, c'est-à-dire la réalisation d'une mission. Et dans ce cas-là, on parle d'un contrat de chantier. Vous savez que vous n'êtes pas embauché éternellement dans cette entreprise. Vous savez que vous êtes là pour une mission, et lorsque la mission sera terminée, et bien à ce moment-là, le contrat sera rompu de par lui-même. Alors, l'accès à ce type de contrat, il est libre, puisqu'on a vu qu'il y avait le droit au travail qui existait en France et en Europe. Il est libre, sauf pour certaines situations où il va y avoir une contrainte forte, c'est-à-dire interdiction d'embaucher une personne qui ne serait pas titulaire de telle ou telle formation, de diplôme ou concours. Dans ce cas-là, à ce moment-là, on a interdiction d'embaucher la personne, même si a priori elle pourrait faire l'affaire. Il y a des pharmaciens, des infirmiers, des chirurgiens, des médecins, des notaires, des avocats, de tout un tas de situations comme ça. Alors, notre salarié, quand il est dans l'entreprise, on dit qu'il peut avoir deux statuts. C'est un salarié lambda qui n'a pas de responsabilité particulière, il va être exécutant. Quand il est exécutant, il peut faire partie de deux catégories. Soit il fait partie de la catégorie des employés, dans ce cas-là, il va avoir une production de type tertiaire. Dans les productions de type tertiaire, on va avoir tout le personnel de maison, le personnel domestique, et on va avoir également tout le personnel d'exécution dans les entreprises de services, d'accord, y compris le personnel tertiaire dans les entreprises industrielles. Tout ce qui est comptabilité, communication, marketing, secrétariat, analyse, tout ça c'est du tertiaire. Donc des employés qui ne produisent rien de concret. Agents de ménage, comment dirais-je, chauffeurs routiers, tout ça, ce sont des employés. Bien. Après, on peut avoir une autre catégorie au niveau des salariés, c'est la catégorie des ouvriers. C'est-à-dire des gens qui vont produire quelque chose de leurs mains. Dans le temps, on parlait de manœuvrier, faire une manœuvre. D'accord ? Manœuvrier, pourquoi ? Parce qu'on crée une œuvre avec ses mains. Manœuvrier, ça donnait la notion de ouvrier. Donc, je suis salarié exécutant. Si j'exécute dans le domaine du tertiaire, je suis un employé. Si j'exécute dans le domaine du primaire et du secteur primaire et du secteur secondaire, je suis un ouvrier. Il se peut qu'en tant que salarié, j'ai des fonctions de direction. Je vais donc être encadrant. Direction, c'est pas forcément qu'en haut. Direction, ça peut être un petit peu plus bas. J'ai la responsabilité de diriger quelques personnes. Je suis donc encadrant de ces personnes qui sont alors mes subordonnés et moi je suis leur supérieur hiérarchique. Et bien dans ce cas-là, je suis
cadre. C'est ça le statut de cadre. C'est une personne qui a des obligations d'encadrement vis-à-vis d'autres personnes. C'est une personne qui endosse également la responsabilité d'action de ses subalternes, de ses subordonnés.